Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bon, alors, on va donc commencer. Donc la dernière fois, on a donc introduit la notion de transformée de Fourier, si vous vous souvenez bien. Transformée de Fourier. Est-ce que parmi ceux qui sont bien sûr distants, quelqu'un peut m'expliquer la différence entre la transformée de Fourier et la série de Fourier, qu'elle soit complexe ou trigonométrique? Est-ce que parmi les étudiants ici présents, quelqu'un peut m'expliquer cette différence? Non? On avait dit quoi? On avait dit que les séries de Fourier pouvaient donc être appliquées aux signaux qui étaient périodiques. C'est-à-dire que si j'ai un signal périodique, je peux l'écrire sous forme d'une série de Fourier complexe ou trigonométrique. Mais lorsque le signal n'est pas périodique, on ne pouvait pas lui associer une série de Fourier trigonométrique, mais on pouvait appliquer à ce signal ce que l'on appelle donc une transformée de Fourier. Vous vous souvenez de ça au moins? Transformée de Fourier. Alors, c'est quoi la transformée de Fourier? Donc, souvenez-vous, on était allé, on avait donc pris un exemple. Il me semble bien que je vous avais laissé travailler un petit peu sur un exemple. Est-ce que vous confirmez ou pas? On avait pris un exemple où on s'est donné comme signal le signal x de t que vous voyez ici. Donc, ce signal x de t est un signal qu'on appelle un signal à bande limitée. Parce qu'en fin de compte, vous voyez bien que ce signal-là n'est pas périodique et il est limité entre -1 et 1 et il vaut 1. D'accord? Donc ce signal-là, je vous avais demandé de calculer sa transformée de Fourier. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous confirmez ça parmi les présents? Oui. D'accord. Donc, je vous avais demandé de calculer donc la transformée de Fourier de ce signal.
Alors, c'est quoi transformé de Fourier de ce signal? Ben, c'est une transformation qu'on va donc appliquer à ce signal pour obtenir une nouvelle grandeur qui, elle, va dépendre de la pulsation. Voilà un signal x de t. Donc, ce signal x de t, ben, on va calculer sa transformée de Fourier. Donc, sa transformée de Fourier, c'est grand X de oméga égale à quoi? C'est quoi la définition de la transformée de Fourier? Égale à quoi? Égale à intégrale de moins l'infini à plus l'infini donc où je vais retrouver mon signal x de t je multiplie l'exponentielle complexe e de moins j oméga t dt. Alors, ce que c'est que la définition de la transformée de Fourier. Donc ici, quand on regarde notre signal, à nous, x de t, celui sur lequel je vous ai demandé de travailler, c'est un signal qui est relativement simple. Et donc, en fin de compte, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini va se réduire à quoi? Donc, la première des choses que l'on va faire, on va bien sûr écrire notre transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier de ce signal, c'est grand X de oméga, intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et comme mon signal x de t, lui, il vaut 0 en dehors de l'intervalle moins 1, 1, je vais donc avoir grand X de oméga qui est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de x de t. Mais x de t, il vaut combien? Il vaut 1 sur cet intervalle-là. C'est un 1 que j'ai ici. E de moins j oméga t dt. D'accord? Cette intégrale-là est très simple à calculer puisqu'il suffit de prendre donc la primitive de E de moins j oméga t, qui est donc égale à 1 sur moins j oméga, E de moins j oméga t, à prendre entre moins 1 et 1. Ce qui nous fait donc grand X de oméga égale à 1 sur moins j oméga, E de moins j oméga, moins E de j oméga. Est-ce que jusque-là, ce calcul qui est relativement simple est clair pour tout le monde? Oui? Alors, si vous terminez, essayez maintenant de terminer ce calcul, si vous continuez à le simplifier, qu'est-ce que ça va donner en définitive? Si on simplifie ce calcul, qu'est-ce que ça va donner en définitive? Si quelqu'un, là, parmi les distants, a fait le calcul et veut partager son écran. Donc
Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, E de moins J oméga, c'est une exponentielle complexe. Donc, vous savez tous que E de moins J oméga, c'est égal à quoi? Si je vous demande de développer cette exponentielle complexe, qu'est-ce que vous allez écrire? C'est quoi E de moins J oméga? Exactement. Cos oméga moins J sinus oméga. Et ensuite, vous avez une autre exponentielle complexe, E de J oméga. OK, voilà. Donc, si vous faites la première moins la deuxième, ça vous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 sinus J oméga? Non, c'est faux. Vous avez d'un côté cos oméga moins J sinus oméga, moins cos oméga plus J sinus oméga. Donc ça va nous faire moins 2 J sinus de oméga. Mais il ne faut pas oublier que on va multiplier ça par quoi quand on regarde? Voilà. Avec, il y a un 1 moins J oméga ici. Donc on va se retrouver en définitive avec quoi? Exactement. Donc on va se retrouver en définitive avec notre transformé de Fourier qui est donc x de oméga égale à 2 sinus oméga que divise oméga. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, est-ce que vous êtes capable de tracer le graphe? Tracer le graphe de x, grand x de oméga. Bien entendu, quand je dis tracer le graphe de grand x de oméga, c'est-à-dire la courbe qui va représenter grand x de oméga en fonction de oméga. Alors, comment il va être ce graphe-là? 2 sinus oméga que divise oméga. Alors déjà, ce grand x de oméga n'est pas défini en quelle valeur? En quelle valeur de oméga grand x de oméga n'est pas défini?
Exactement, en 0. Voilà. Donc en 0, il n'est pas défini parce qu'effectivement, j'ai oméga ici qui est au dénominateur. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut dire de la limite quand oméga tend vers 0 de sinus de oméga divisé par oméga? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette limite-là? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner un résultat? Alors, imaginons que je trace, par exemple, deux courbes, f de x égale à x et g de x égale à sinus x. Alors, imaginons que je trace ces deux courbes-là. Qu'est-ce que je pourrais constater? Alors, on va le faire, et vous allez un petit peu réfléchir. Moins 4 à 4. 2, moins 10 à 10. Voilà. Qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je peux remarquer quand je vois le sinus x et que je vois le x? Comment ils sont tous les deux quand je suis autour de 0? Et voilà, ils se confondent. Donc, ça veut dire que le sinus x, quand x tend vers 0, c'est la même chose que x. Quand x tend vers 0. D'accord? Donc, si vous faites un développement limité de sinus x, là, vous allez trouver que sinus x égale à x plus x au cube sur 3 factoriel, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'au fait, cette limite-là, quand oméga tend vers 0, sinus de oméga devient à peu près égal à oméga. Hein? Donc, oméga tend vers 0. Là, vous avez sinus oméga qui, lui, devient proche de oméga. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire de la limite quand oméga tend vers 0 de sinus oméga que divise oméga? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette limite? Oui. Bonjour. Elle est égale effectivement à 1. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que sinus oméga divisé par oméga n'est pas défini en 0. Et la question qui se pose, c'est au voisinage de 0, ça vaut quoi? Sinus oméga divisé par oméga. Ben, ça vaut 1 puisque le sinus oméga, il est proche de oméga quand je suis au voisinage de 0. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Donc si on regarde maintenant petit à petit cette fameuse courbe que je vous demande de tracer. On a donc pour oméga proche de 0, grand X de oméga, qui vaudra 2, parce que c'est multiplié ici par 2. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le sinus, lui, est une fonction qui est comment? Périodique. Donc, qui s'annule pour quelle valeur? Oui, mais on a dit pour 0, 0 c'est divisé par 0. Donc, ce n'est pas défini en 0. Sinus oméga divisé par oméga ou juste le sinus? Sinus oméga divisé par oméga. Okay. Il va s'annuler.
En pi, en quoi d'autre? Voilà. En pi, en 2 pi, en 3 pi, etc., etc. Mais au dénominateur, il est divisé par oméga. Donc ça veut dire que la courbe, elle va être comment? Oui, en pi, 2 pi, etc., etc. Mais la forme de la courbe, elle va être comment? Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va obtenir cette forme-là. Ouais, c'est vrai, parce que plus l'oméga il augmente, plus. Voilà, plus ça va, effectivement, atténuer l'amplitude de la courbe. D'accord? Monsieur, c'est le sinus cardinal, ça. Voilà, exactement. Donc ça, en fait, c'est un sinus cardinal. Alors, voilà un peu l'objectif de ce premier exercice, c'était de calculer la transformée de Fourier et de tracer le graphe de cette transformée de Fourier. Alors, imaginons que maintenant, on complique un peu notre signal, on prend un autre signal x de t. Cette fois-ci, qui reste toujours un signal qui a une forme de porte, au fait, qui est d'ailleurs ici le signal porte. Et si on vous demande, voilà, on a un signal, et maintenant, en fait, on a un signal qui a une base qui part de moins t0 sur 2 à t0 sur 2, et sur cet intervalle, il a une amplitude de 1 sur t0. Et en dehors de cet intervalle, il est nul. Et on vous demande de calculer sa transformée de Fourier. Alors, essayez de réfléchir à ça et dites-moi ce que peut bien valoir la transformée de Fourier de ce signal. La fonction elle est définie par 1 sur T0. Ouais, pour t compris entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2, et x de t vaut 0 ailleurs. Donc toujours, on commence déjà par la définition générale de la transformée de Fourier. Sur je ne sais pas si j'ai mal noté le cours, mais l'intégrale pour calculer le séquent, il n'est pas parlé. Attention, on n'est pas en train de calculer des CK. On est en train de calculer une transformée de Fourier. Ah ouais, c'est ça.
Vous avez compris comment on a fait le premier calcul. Ce deuxième calcul, vous devriez pouvoir le faire sans problème. Donc déjà, votre intégrale, elle va se réduire à quoi? Elle va aller de où à où? Donc T0 sur 2 à T0 sur 2. Exactement. Donc de moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Tout à fait. Là, il faut résoudre l'intégrale. Ça, c'est l'intégrale que vous devez résoudre. Moins T0 sur 2 à T0 sur 2 de E de moins J oméga T dt. Avec bien sûr 1 sur T0 qui est la valeur du signal sur cet intervalle. Donc pareil, on va prendre la primitive et on va donc avoir à calculer l'exponentielle moins j oméga t0 sur 2 moins l'exponentielle de j oméga t0 sur 2. Qui va donc nous donner
moi, je trouve du sinus une seule. Combien vous trouvez alors? En fait, moi, j'ai trouvé une formule de l'air. D'accord. C'est quoi le résultat final? 2 sur T0 oméga 0 multiplié par sinus oméga 0 T0 sur 2. C'est ça. Oui. Donc ça, on peut très bien le réécrire sous la forme sinus oméga donc là, j'ai oublié le oméga. Alors, donc ici, il y a un oméga. D'accord? Le oméga qui vient d'ici. Et donc, on peut réécrire sous la forme sinus oméga de T0 sur 2 divisé par oméga T0 sur 2. Donc, je me retrouve ici avec une forme sinus de quelque chose divisé par quelque chose, c'est-à-dire sinus x divisé par x. Et pareil, on vous demande de tracer le graphe. Vous pouvez tracer le graphe. Donc on a dans notre deuxième exemple, grand X de oméga. Qui vaut sinus. On va mal écrire avec ça. Ici. Oméga T0 sur 2. Et sinus de cette quantité. Alors pareil, comment est-ce qu'on pourrait tracer le graphe de ça? C'est le même temps que la sinus cardinale. C'est-à-dire que l'amplitude elle diminue lorsqu'on se rapproche de la gauche ou vers la droite. Ben déjà, qu'est-ce que je peux dire en oméga égale 0? Ou au voisinage? C'est égal à? Exactement. Donc ça va démarrer de 1. Ensuite. Ça va diminuer, l'amplitude va diminuer. Oui, mais elle va diminuer, donc ça va couper l'axe des abscisses en quel point? Oméga T0 sur 2 égale à pi. Donc, Oméga T0 sur 2 égale à Kpi. Avec K égale 1, 2, 3, 4, 5. là, ça égale à 2 pi sur T0. Oméga fois T0 va être égal à 2 Kpi. Tout à fait. Donc ça veut dire pour les valeurs de oméga égales à 2 Kpi sur T0. Si on pose oméga 0 égale à 2 pi sur T0, on aurait donc grand X de oméga qui va s'annuler pour oméga 0, 2 oméga 0, 3 oméga 0, etc., etc.
Est-ce que vous comprenez ça, le graphe? Oui? C'est OK là de votre côté? Il est distant? Oui? OK, très bien. Alors maintenant, on va réfléchir. Là, il va falloir maintenant que vous réfléchissiez. Que devient... Alors, vous avez vu que j'ai pris ici, donc on a pris, voilà, une valeur T0. Comment va évoluer cette transformée de Fourier si on fait tendre T0 vers 0? Alors déjà, première question, si je fais tendre T0 vers 0, que devient ce signal X de T? Ah bon? Il devient plus grand, l'amplitude devient davantage plus grande. Alors regardez votre cours, c'est quoi? La limite quand T0 tend vers 0, ce X de T devient ce que l'on appelle quoi? Sur T0, ça tend vers plus la. Oui, donc ça veut dire que ce X de T tend vers le... Il devient de plus en plus restreint à la base, avec une amplitude qui va de plus en plus haut. L'impulsion de... Exactement. Donc ça veut dire, la question maintenant c'est, quand ce T0 tend vers 0, comment évolue sa transformée de Fourier qui est ici? Sachant que vous avez ici ce oméga 0 qui vaut, lui, 2pi sur T0. Essayez de réfléchir un petit peu. Déjà, quand T0 tend vers 0, ce oméga 0 qui est ici, lui, il tend vers quoi? Puisqu'on a... Mais non, il faut réfléchir. Vous avez oméga 0 qu'on a posé égal à 2pi sur T0. Égal à 2pi sur T0. Donc, si ce T0, lui, tend vers 0, exactement. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ce graphe-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais observer? Ce oméga 0, il ne sera plus ici, il sera là. Et donc, du coup, mon graphe, il va faire ça. Il va... En plus, ce oméga 0, il ne sera pas là. Il sera en réalité à l'infini. Donc, comment va évoluer ce graphe grand X de oméga? Les pentes pour chaque période vont de plus en plus s'horizontaliser, si on peut dire ça comme ça. S'horizontaliser. Ouais, je sais pas si on peut dire. Se rapprocher vers l'horizon. Ça. Attends, imaginons qu'on prenne ici sinus de A fois X divisé par 2 divisé par A fois X divisé par 2. A. Et que je vais prendre A qui va aller, on va dire, de la valeur 0,1 à la valeur 4
Sachant que ce A là représente quoi par rapport à mon équation? Qu'est-ce que vous, si je trace ce graphe, qu'est-ce que vous constatez? Alors, là, il faut juste que je change un peu les échelles. Sinus AX sur le même chose. Ouais. C'est comme si j'avais sinus T0 fois oméga. Voilà. Sur 2. Imaginons que j'aille de moins 10 à 10. Ici, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous constatez? C'est une famille de courbes. Avec le paramètre A, qui lui va, que je fais varier. Donc je le fais varier de où à où? Je le fais varier de 0,1 à 4. Alors, pas de 0,1. Je peux le faire varier de 0,1 à 2, pour pas qu'on ait trop de courbes. Voilà, tac. Et j'exécute. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Plus A est petit, plus la courbe s'écarte pour aller vers quoi? Si j'étais allé vers avec un T0 allant vers 0, c'est-à-dire un A est très 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 proche de 0, c'est cette courbe-là va devenir une constante égale à A. Donc ça, c'est une conclusion qui est très importante. Ça veut dire que si j'ai l'impulsion de Dirac, quand je fais tendre T0 vers 0, je vais avoir l'impulsion de Dirac. Ça veut dire que la transformée de l'impulsion de Dirac, c'est égal à une constante. Alors, essayez de calculer maintenant la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac en utilisant justement le calcul. Qu'est-ce qu'on va écrire si on voulait calculer la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac? On va faire quoi? On va faire grand X de oméga égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'impulsion de Dirac exponentielle moins J oméga T dt. Que vaut cette intégrale? Si vous regardez votre cours, vous êtes tous capables de la résoudre. Vous regardez le chapitre qu'on avait présenté, où on avait présenté l'impulsion de Dirac.
Qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait présenté l'impulsion de Dirac? Si je reprends le cours. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a vu plus loin? On a vu que lorsqu'on intègre le produit de l'impulsion de Dirac par une fonction continue, ça donne quelle valeur? C'est impulsion de Dirac et fonction continue dans le cours. Le résultat, il est là. L'intégrale du produit revient à échantillonner la fonction au point 0. Donc, si j'applique ce résultat à ce calcul-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Réfléchissez avant de... C'est ça aussi. Comment tu confonds avec des exponentiels? Et qu'est-ce qu'elle vaut? L'exponentielle en 0. 1. Et c'est donc ce qu'on a observé quand effectivement on fait tendre notre T0 vers 0, notre signal devient l'impulsion de Dirac. Et donc, sa transformée de Fourier, elle, devient une constante. Ça, c'est ce qu'on a observé graphiquement. Et si on veut le faire par le calcul, ben, il nous suffit d'appliquer le calcul de l'intégrale du produit d'une fonction par l'impulsion de Dirac. Et on a effectivement aussi 1 ici, quel que soit oméga. Quel que soit oméga. L'intégrale vaut 1, exactement. Est-ce que maintenant, vous arrivez à comprendre le rapprochement qu'on fait entre cette approche graphique et le calcul analytique? Oui ou non? Ou est-ce que vous avez besoin d'explications? Ça va devenir semblable à un signal constant, c'est exact, oui. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire le rapprochement entre le calcul que vous avez fait pour calculer la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac et comment on a trouvé cette valeur-là constante égale à 1 en utilisant l'approche géométrique? Ah, oui, oui, par rapport à l'impulsion de Dirac. Ouais, oui. Compris. Ça, c'est un résultat qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, l'impulsion de Dirac, quand je vais calculer sa transformée de Fourier, je vais trouver une constante. Ça veut dire qu'en fait, l'impulsion de Dirac,
si je veux la construire, il faut utiliser toutes les fréquences, d'accord, allant de moins l'infini à plus l'infini. C'est ce qui explique qu'en fait, cette intuition-là est impossible en réalité à construire physiquement. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, on va un petit peu enchaîner avec la suite du cours. Et on va examiner quelques propriétés de la transformée de Fourier. Alors, transformée de Fourier, quelques propriétés. La première des propriétés, bien sûr, on va voir sur déjà tous ces exemples. Vous avez bien sûr dans le cours. La première propriété, c'est une propriété de linéarité. Ça veut dire quoi? Linéarité. On a mis en place la transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme des transformées de Fourier. Exactement. C'est-à-dire que quand j'ai un signal x1 multiplié par un réel plus un signal x2 multiplié par un autre réel, que je m'intéresse à la transformée de Fourier de toute cette quantité, ben c'est la transformée de Fourier de chacun de mes signaux multiplié par, bien sûr, les facteurs ici, A1 et A2. Tout simplement. C'est la linéarité. La deuxième propriété, c'est la translation. Ça veut dire quoi la translation? Ça veut dire que si j'ai un signal, si je connais la transformée de Fourier de mon signal x de t, hein, ce grand x de oméga qui est là, il représente toujours la transformée de Fourier de x de t. Alors, quelle est la transformée de Fourier du signal retardé? Ben, ça revient à prendre la transformée de Fourier de mon signal x de t et de la multiplier par l'exponentielle complexe où apparaît le retard T0. D'accord? Donc ça veut dire que si je connais la transformée de Fourier de x de t, ben je ne vais pas recalculer la transformée de Fourier de x de t moins t0. Il me suffit juste de prendre la transformée de Fourier de x de t et de la multiplier par l'exponentielle complexe. Ça, c'est la deuxième propriété qu'on appelle la translation temporelle. Si maintenant, bah, toujours, grand X de oméga représente la transformée de Fourier de x de t, et si maintenant, je dois calculer la transformée de Fourier, pas de x de t, mais de l'exponentielle de j oméga 0t que multiplie x de t, bah, ça revient à prendre le grand X de oméga
qui est ici, et de le translater de oméga 0. Pas cette fois-ci quand on est dans le domaine fréquentiel, mais quand on est dans le domaine temporel, Oui. c'est censé être un signal réel en soi. Pas forcément. Pas forcément. Et si on a un signal réel, on garde quand même l'exponentielle J oméga 0. Bah, x de t ici peut être réel, et le fait qu'on l'a multiplié par l'exponentielle de j oméga 0t, c'est devenu un signal complexe. Ok. D'accord? Ok. Physiquement, Oui, alors effectivement, un signal complexe, ça, pour vous, parce que vous vous dites, moi, je travaille qu'avec des signaux réels, mais on peut imaginer que vous travaillez par exemple, avec deux grandeurs. Par exemple, vous travaillez avec la position d'un point et sa vitesse. Ben, la position, ça peut être la partie réelle, et la vitesse, la partie imaginaire. Ouais. Après, le signal complexe, moi ça, enfin, j'ai compris, mais le retard dans un signal complexe, le retard, une pulsation, c'est ça qui me. Non, ici, il ne s'agit pas d'un retard. C'est ici que j'ai un retard dans un signal. Ici, je n'ai pas de retard. J'ai un retard, par contre, dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire que tout simplement, mon spectre, il se déplace. C'est tout. Au lieu d'avoir un spectre centré sur 1 MHz, bah, il sera centré sur 5 MHz. Ça, c'est la translation fréquentielle. Et vous avez bien sûr une autre propriété qui est, si je connais encore une fois la transformée de Fourier de mon signal x de t, quelle est la transformée de Fourier de mon signal x de a fois t? Eh ben, il me suffit de prendre la transformée de Fourier de mon signal x de t et de changer le oméga qui est là-dedans par oméga divisé par a. Et de multiplier, bien sûr, cette transformée de Fourier par 1 que divise la valeur absolue de a, si a est un réel, ou bien le module de a, si a est un, voilà, si a est un complexe. Si a est un réel. Bon, celle-là, on la verra, c'est pas. Si j'ai x de t, bien entendu, et je dois calculer la transformée de Fourier de x de moins t, ben, je peux d'ailleurs appliquer la propriété qui est au-dessus, où j'ai a qui vaudra combien? Moins 1. Et j'aurai donc 1 sur valeur absolue de moins 1, donc ça fait 1. D'accord? Grand X de moins oméga. La dualité est un peu plus, je reviendrai dessus, parce que ce n'est pas toujours très clair pour les étudiants la dualité. Je vais d'abord présenter une propriété qui est la dérivation. D'accord? Ça veut dire quoi la dérivation? Imaginons que, comme d'habitude, ben, je connais la transformée de Fourier de x de t. Non. Oui. Alors, donc, je connais la transformée de Fourier de x de t. C'est grand X de oméga. Quelle est la transformée de Fourier de la dérivée de x de t? X point. Vous connaissez tous la notation. X point ou d de x de t sur dt. C'est quoi sa dérivée? Ben, il me suffit de prendre la transformée de Fourier de x de t et de la multiplier par j oméga. Alors, on va voir une autre propriété qui est l'une des plus importantes propriétés dans les zoomer dessus. Voilà. Imaginons que j'ai un signal y de t. Pardon. Y de t égale
à la convolution d'un signal x1, x indice 1 de t convolué par x indice 2 de t. Voilà. Imaginons que je dis, voilà, j'ai un signal, y de t, il résulte de la convolution d'un premier signal avec un deuxième. Alors déjà, quelle formule, si je vous demande de me écrire y de t sous la formule, avec la formule intégrale de la convolution, que vaudrait y de t? Il serait égal à quoi? Intégrale de quoi, quoi? L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Oui, alors attendez, je vais le noter doucement. De x1 de taux. De x1 attendez, x1 de taux, parce que écrire avec ce truc, c'est pénible. Que multiplie quoi? Que multiplie par x2 de t moins taux. Exactement. Multiplie x2 de t moins taux et bien sûr ici d taux. D'accord? Alors, imaginons que je vous demande quelle est la transformée de Fourier de ce signal y de t que je vais noter grand Y de oméga. Elle serait égale à quoi? Exactement. Elle serait égale au produit des transformées de Fourier. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai dans le domaine temporel une convolution, d'accord, ben, cette convolution devient une multiplication dans le domaine. C'est quoi celui-là comme domaine? Fréquentiel. D'accord? Et réciproquement, si je dois calculer la transformée de Fourier d'un produit, d'accord, ben ça revient à convoluer les transformées de Fourier de mes signaux. Monsieur, pour un parcelle, on n'aura pas démontré tout ça. Non, on n'aurait pas démontré ça. Là, il aurait fallu déjà que vous soyez tous présents, qu'on ait eu un cours normal, un TD. On a travaillé un petit peu en mode dégradé. Donc, mais il faut quand même garder ça en tête. D'accord? Donc, la convolution, la multiplication. Cela, bien sûr, nous ramène, alors on verra un peu plus loin, et on a également une autre propriété qui est également très intéressante et importante surtout, c'est celle qu'on appelle la relation de Parseval. Alors, c'est quoi la relation de Parseval? Déjà, que signifie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de mon signal x de t au carré? Ça correspond à quoi? Si vous regardez vos cours de début, ça c'est quoi? Ça correspond à quoi? Cette intégrale-là. Regardez le début de vos cours. Quand j'ai un signal x de t et que j'intègre son carré, de moins l'infini à plus l'infini,
qu'est-ce que j'obtiens comme grandeur par rapport à ce signal? Ah, quand on intègre un carré, on obtient un triangle. C'est incroyable. Vous avez un cours, d'accord? Il est où ce cours? Je vais regarder votre cours et je vais regarder le début, le tout début de ce cours. Le début, j'ai quoi? J'avais fait une présentation, on a présenté les signaux de base, signaux périodiques, etc. Et après, énergie et puissance. Qu'est-ce qu'on a dit? Énergie. Allez-y, lisez à haute voix. C'est de la puissance. L'énergie totale d'un signal est définie par E total égale à l'intégrale de la puissance entre moins l'infini et plus l'infini. Égal donc, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de t, donc de P de t dt, c'est-à-dire la somme des énergies élémentaires. Et l'énergie élémentaire d'un signal, c'est quoi? C'est sa puissance que multiplie un laps de temps très court. Donc ça veut dire qu'en fin de compte ici, E total, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de t qui vaut x au carré au carré de t dt. Donc ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du carré de mon signal me donne son énergie totale. D'accord? Donc si je regarde ça au niveau de la propriété qu'on était en train d'examiner, la propriété de Parseval, qu'est-ce qu'elle me dit, cette propriété de Parseval? Elle me dit, hop, on va zoomer un peu dessus. Elle me dit que si je connais la transformée de Fourier de mon signal et que j'intègre le module de cette transformée de Fourier, d'accord? J'intègre son module au carré, moyennant le facteur 1 sur 2pi, ça me permet d'obtenir l'énergie totale de mon signal. C'est-à-dire que je peux connaître l'énergie totale de mon signal à partir de sa transformée de Fourier. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie totale de mon signal. Monsieur, ça n'est pas la question que vous avez dit au début, je crois. L'action que j'ai posée, j'ai dit à quoi correspond cette quantité que vous avez ici. Vous aurez dû normalement tous me répondre à l'énergie totale du signal. Tout simplement. Ça correspond à l'énergie totale du signal puisqu'on l'avait vu dans les premiers cours. Et cette énergie totale du signal, ben, je peux aussi la connaître à partir de sa transformée de Fourier. Pourquoi? Parce que j'ai cette relation-là de Parseval. Oui. Le grand X de oméga que vous avez ici, n'oubliez pas que c'est toujours un nombre complexe. Donc, quand je dis ici
les deux barres ici signifient le module de ce nombre complexe. Le module. D'accord? La énergie totale. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va un petit peu résumer. On va résumer un petit peu tout ça. Et puis, je vous laisserai un exercice à faire qu'on corrigera demain. Et demain, on enchaînera avec un examen blanc. D'accord? Et déjà, on va un petit peu résumer. Bien comprendre maintenant, au moins qu'on arrive à ça. Parce qu'on on n'a pas pu couvrir tout le programme. L'examen, il sera en distanciel, monsieur. L'examen, je vous ferai, je vous montrerai l'énoncé, vous le faites, et puis on le corrige après. À l'examen officiel, en distanciel, oui. Donc, si on regarde, si on résume un peu ce qu'on a vu là maintenant, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que si j'ai un signal x de t et que je regarde ce qui se passe dans le domaine temporel, c'est-à-dire que mon signal, lui, il transite par un système qui a une réponse impulsionnelle h de t. Voilà. J'ai donc un signal y de t en sortie de mon système qui résulte de la convolution de x de t par h de t. Si maintenant, je ne m'intéresse pas à mes signaux dans le domaine temporel, je m'intéresse à ces signaux-là dans le domaine fréquentiel. D'accord? Dans ce cas-là, je vais avoir mon signal grand X de oméga, qui est la transformée de Fourier de x de t, qui va être multiplié par h de oméga, qui est la transformée de Fourier de ma réponse impulsionnelle, pour obtenir mon signal grand Y de oméga. Et c'est quoi ce signal grand Y de oméga? Lui, il correspond à la transformée de Fourier de mon signal de sortie Y de t. D'accord? C'est-à-dire que quand on est dans le domaine temporel, on raisonne en termes de convolution. Quand on est dans le domaine fréquentiel, on travaille avec les transformées de Fourier. Et bien entendu, je peux toujours passer du domaine temporel au domaine fréquentiel et du domaine fréquentiel au domaine temporel. Sur ce schéma, c'est quoi ces flèches à double sens? Elles représentent quoi? L'impulsion de Dirac, sa transformée de Fourier, c'est 1, c'est une constante. La réponse impulsionnelle, sa transformée de Fourier, on la note grand H de oméga. Petit x de t, signal d'entrée, domaine temporel, sa transformée de Fourier, c'est grand X de oméga. En signal de sortie, y de t, si je reste dans le domaine temporel, il va résulter de la convolution entre x de t et h de t. Si je passe au domaine fréquentiel, sa transformée de Fourier résultera du produit des transformées de Fourier. C'est quoi la différence entre une transformée de Fourier et une transformée de Laplace? Alors, une transformée de Fourier et une transformée de Laplace, en réalité, la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de Laplace. D'accord? Dans la transformée de Laplace, vous travaillez avec une variable complexe, qui est la variable, ça dépend il y a des gens qui l'appellent P, d'autres qui l'appellent S. Cette variable-là, qui est la variable complexe, elle a une partie réelle et une partie imaginaire. Tandis que, avec la transformée de Fourier, on ne travaille qu'avec
la partie imaginaire de cette variable. En réalité, la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de Laplace. D'ailleurs, je vous l'ai noté dans le cours. Si vous regardez. Ouais, si je pose S égale à J oméga, d'accord? Ben, au lieu d'avoir S égale à P plus J oméga, dans le cas de la transformée de Laplace, ben, si vous prenez la transformée de Laplace et que vous mettez S, vous le limitez juste à sa partie imaginaire, vous retombez sur la transformée de Fourier. La transformée de Laplace, monsieur, c'est la fréquence ou la pulsation qui est composée en une partie réelle et une partie imaginaire. Exactement. Alors que dans la transformée de Fourier, on n'a que la partie imaginaire. Voilà. Ok, alors, comme avec vos camarades, on a fait un exercice. Alors, je vous propose d'y réfléchir. Prenez note de cet exercice-là. Et on va, bien sûr, le commencer tout de suite et éventuellement le terminer demain. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un exercice assez simple qui va nous montrer comment, en fin de compte, on va appliquer les notions de transformée de Fourier pour pouvoir caractériser un circuit. C'est de le faire tout seul, monsieur? Oui, bah oui. Et c'est quoi au milieu, monsieur? Ça veut dire que c'est pour vous indiquer que vous avez un courant qui passe. Non, pas. I de T. I de T. D'accord. Donc déjà, qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce circuit? Résistance et inductance. Exactement. Une résistance et une inductance. Et on attaque donc ce circuit avec une tension X de T. Et la sortie de ce circuit, c'est la tension aux bornes de quoi? Vous pouvez répéter la question, monsieur? La sortie du circuit, Y de T, c'est la tension aux bornes de quoi? Aux bornes de l'inductance. Exactement. Donc on vous demande d'établir l'équation différentielle qui relie la tension de sortie Y de T à la tension d'entrée X de T. C'est RI de T plus LDI sur DI de T sur DT. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire que X de T c'est égal, vous avez dit, à RI de T. exactement, donc R multiplie I de T plus L pour la dérivée du courant par rapport au temps. donc Y de T.
Mais ça, c'est pas encore l'équation différentielle. Parce que dans une équation différentielle apparaissent les grandeurs, qui sont des grandeurs de dérivées. Du premier ordre, du deuxième ordre, etc. Donc, quelle autre équation on peut écrire pour, dans ce circuit? On a aussi y de t. Exactement, qui est égal à grand L d de i de t, d de i de t sur dt. Donc, x de t égale à r i de t plus y de t, y de t égale à L d i de t sur dt. Comment, à partir de ces deux équations, je peux établir l'équation différentielle de ce circuit? Vous remplacez quoi par quoi? Qu'est-ce que vous allez remplacer? Y par sa valeur. Mais si je remplace y par sa valeur, je vais me retrouver avec une équation différentielle où je vais avoir x, grand R et i. Alors que moi, je veux une équation différentielle où apparaissent ma grandeur x et ma grandeur y, mais pas i. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, on utilise la transformée de là. Non. On intègre. Alors, imaginons que je dérive cette première équation. Qu'est-ce qu'elle devient si je la dérive? X de t devient x point. On dérive toute la. Oui, on la dérive. Voilà, donc si je la dérive, je vais me retrouver avec x point. Tout le monde comprend la notation x point. Donc x point de t égale à quoi? Égale à R de la dérivée du courant. Mais la dérivée du courant, on a vu que c'était y de t sur L. Voilà. Donc ça va être ici R sur L que multiplie donc y de t plus quoi? Plus la dérivée de y, qu'on va noter y point. Voilà. Donc voilà pour l'équation différentielle qu'on vous demande de trouver. Après, la suite, c'est quoi? On vous dit appliquer la transformée de Fourier à l'équation différentielle et en déduire la réponse en fréquence du circuit. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on vous demande là, si on regarde? Si j'applique la transformée de Fourier à cette équation différentielle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec quoi? Alors, attendez, je vais sélectionner cette équation différentielle. On va la trouver. Voilà, check. Faire un nouveau fichier ici. CTRL-V, voilà. Alors, imaginons que j'applique ici une transformée de Fourier à cette égalité-là. Qu'est-ce que je vais avoir?
Ça, c'est la dérivée de petit x. Donc, si j'applique la transformée de Fourier à la dérivée d'un signal, ben, ça revient à prendre j oméga que multiplie la transformée de Fourier du signal. Je vais avoir ici j oméga que multiplie grand X de oméga. Grand X de oméga. Égal à quoi? R sur L c'est égal à y de p facteur de grand Y de oméga, c'est la transformée de Fourier de Y de T. grand y de p facteur de r sur l plus j De oméga. quel P vous me parlez là? Pas de P. Y de oméga, pardon. Je comprends bien que... Ok. Plus, ici, J oméga. Et quoi là? Grand Y de oméga. Alors on vous dit, la réponse en fréquence de ce circuit, bien entendu, vous verrez dans le cours, elle est définie comme étant, la réponse en fréquence, c'est grand H de oméga, elle est définie comme étant le rapport des transformées de Fourier de mon signal donc de sortie, grand Y de oméga, que divise grand X de oméga. Donc, dans notre cas, à nous, c'est quoi la réponse? La réponse en fréquence. Elle vaudrait quoi? Sachant que la réponse en fréquence, c'est grand Y de oméga divisé par grand X de oméga. Donc, c'est un simple petit calcul que vous devez faire sur cette équation. Juste exprimer h de oméga. Voilà. Donc, vous obtenez combien? C'est j oméga divisé par r sur l plus j oméga. J oméga divisé par r sur l plus j oméga. Ça fait combien, vous dites? Ça fait j oméga. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez d'abord mettre Y de oméga en facteur. Vous allez ensuite diviser par grand X de oméga. Et vous allez vous retrouver en fin de compte avec H de oméga égale. Ici, on va se retrouver avec H H de oméga égale à J de oméga divisé par quoi? R sur L plus j oméga. Voilà, R sur L plus J oméga. R sur L plus... Monsieur, mais là, on n'a pas plutôt X sur oméga? Quoi? Là, on n'a pas plutôt l'inverse, là, on a X sur oméga, non? J'ai pas compris. Là, on a X sur Y plutôt que Y sur X, non? H de oméga, c'est défini comme étant Y sur X. Donc Ah, mais Y là, vous avez divisé fait par à X. l'inverse. Donc ça va faire J oméga divisé par RL plus J oméga. Ah oui, C'est bon ou pas? oui, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, au fait, ça caractérise la réponse en fréquence de notre circuit. C'est l'équivalent de ce que vous avez vu dans d'autres matières, comme en électronique ou en électricité. Vous avez vu ce qu'on appelait des fonctions de transfert. Vous vous souvenez ou pas de ça? Ben ça, c'est la même chose qu'une fonction de transfert, mais c'est vu d'un point de vue traitement du signal. C'est un filtre Pascal, ça, monsieur. Voilà. Alors, justement, maintenant,
on vous demande de dire, voilà, cette réponse en fréquence, vous l'analysez, d'accord? En gros, ça veut dire quoi l'analyser? Ça veut dire vous tracez le module de cette réponse en fréquence, et à partir de ce module, vous allez caractériser ce circuit pour dire si c'est un filtre passe-bande, coupe-bande, passe-bas ou passe-haut. D'accord? Donc, ce que je vous propose de faire, on terminera le corrigé de cet exercice demain. Ensuite, je vous mettrai sur mon écran un exemple, un examen blanc. Vous le faites et on le corrige après. C'est bon, le message est clair pour tout le monde? Le groupe 3 et 4 là? Allô? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Appliquer la théorie exponentielle et en déduire la réponse en fréquence du circuit, ça vous l'avez fait. Montrer que le circuit est un filtre passe-haut. Avec le graphe, on dit que ça fait passer que de haute fréquence. Il faut tracer le graphe pour montrer ça, tout à fait. C'est ça. OK. Donc, je vous dis à demain. À demain.